laboratoire Guettant pour ce symposium. Et je remercie l'Arcotova de m'avoir confié cette présentation. Donc on va répondre à la même question, mais pas dans le même contexte, puisqu'on va s'intéresser donc à la chirurgie cardiaque. Et s'intéresser, donc répondre à cette question, quelle pression en chirurgie cardiaque, c'est s'intéresser au retentissement de ces variations de tension. Et là, il n'y a pas de 36 solutions pour aborder le sujet. Il va falloir s'intéresser à un retentissement d'organes. Et là, il y a peu d'organes cibles. Donc on va s'intéresser au cerveau, avec la survenue d'événements type AVC, confusion post-opératoire, avec toutes les limites qui sont liées au fait que c'est souvent des événements dont les causes sont multiples, et la perfusion est un des éléments explicatifs. On va s'intéresser à la fonction rénale. Et puis on va s'intéresser aussi au retentissement général de ces variations de tension, avec, comme dans les grandes études épidémiologiques descriptives, le retentissement sur la mortalité, les durées de séjour. Donc tout d'abord, je vais m'intéresser à la fonction rénale en vous présentant cette première étude qui s'intéressait en fait, qui recherchait en analyse multivariée les facteurs de risque de dégradation de la fonction rénale au décours d'une intervention sous CEC. Et un des éléments qui était bien retrouvé, c'était la différence de pression artérielle moyenne, avec un seuil à 26, qui quasiment triplait en fait le risque de survenue d'une insuffisance rénale. Donc cette étude, elle répond par l'affirmative au lien entre une hypotension et la survenue d'une insuffisance rénale. À noter un paramètre extrêmement important, une donnée à mon avis essentielle de cette étude, c'est le fait qu'un débit de CEC assez important va lui diviser par 3 en fait la survenue de ce risque d'insuffisance rénale. Une deuxième étude, elle était un peu contradictoire par rapport à la première, puisqu'elle ne retrouvait pas de retentissement en fait, des seuils tensionnels sur la survenue d'une insuffisance rénale, que ce soit des valeurs absolues de PAM ou des variations par rapport à la tension habituelle. Avec toutes les limites qu'on a édictées, quelle est la pression artérielle habituelle du malade, c'est difficile à définir. Donc cette étude, elle ne retrouve pas de lien. Enfin, une troisième étude qui, en plus qui retrouve pas de rôle de l'hypotension, mais qui évoque le rôle d'une anémie en fait, comme facteur aggravant la fonction rénale. Donc vous voyez dans ces deux groupes où il y a une anémie qui est importante, qui est per CEC, l'augmentation de l'insuffisance rénale est notée. Tout ça pour dire que quel PAM pour le rein, c'est une question. On peut difficilement répondre à cette question de manière isolée, sans répondre aux autres questions, mais quel débit de CEC, quel hématocrite, et finalement quel DO2 en fait, pour le rein. Donc c'est difficile de définir des seuils. En fait, il faudrait construire une étude où on maîtrise la DO2 et ensuite on fait varier différents niveaux de PAM pour, à DO2 égal, en fait, essayer, en faisant varier le niveau de PAM, de voir si on a une variation de l'insuffisance rénale. Or, cette étude, à ma connaissance, elle n'existe pas, et toutes les données publiées en fait, sur PAM et rein, elles se gardent bien en fait, de préciser ces notions de DO2, et on ne sait pas du tout quel était l'hématocrite, les débits de pompe dans les différents groupes. Ensuite, on va s'intéresser à l'autre organe cible, donc le cerveau. Là, il y a une littérature abondante. Il y a toute la littérature en fait, les grandes données. Donc je vous parle de cette donnée, cette étude de l'année passée, une grande étude rétrospective sur 7500 patients avec une analyse très rigoureuse de la PAM en fait, minute par minute, et finalement une analyse multivariée complexe en catégorisant les patients en 3 groupes de PAM en fait, en regardant le temps passé dans certains ranges de pression. Donc une étude de population, on n'est pas sur une étude il n'y a pas de personnalisation des prises en charge, mais on regarde en descriptif ce qui se passe pour une population donnée. Et là, il y a un seuil qui semble émerger concernant le risque de survenue d'AVC, qui est un seuil à 65, à condition qu'il y ait une durée de plus de 10 minutes qui soit maintenue à ce seuil. Donc ça, ce serait un des facteurs de risque multivariés de survenue d'AVC. Comme vous le voyez, l'AVC clinique en post-op de chirurgie cardiaque, c'est un événement qui reste rare, de l'ordre de 1%. Voilà. Une autre étude, cette étude, elle compare en fait deux prises en charge avec 2 régimes de pression, une PAM basse, bon, je dirais très basse par rapport à nous, à notre standard de pratique, entre 40 et 50 mm de mercure,
versus une PAM dite haute, entre 70 et 80. Dans cette étude, les débits de CEC sont renseignés, ils sont plutôt généreux, entre 2,5 et 3 litres minute mètre carré. Et c'est une étude en fait dont l'objectif principal est de comparer en fait la fréquence et le volume des lésions ischémiques apparues. Et là, on n'est pas sur de l'AVC clinique, on est sur de l'AVC radiologique avec une étude IRM en fait, avec des IRM pré-op J3, J6. Un des premiers renseignements, mais ça on le savait déjà, mais c'est que ces AVC radiologiques qui sont extrêmement fréquents, hein, la chirurgie cardiaque induit des lésions cérébrales radiologiques, puisqu'il y a quasiment la moitié des patients qui vont présenter un AVC sur l'imagerie IRM. Toutefois, les AVC jonctionnels, qui sont les AVC qui seraient dus en fait à l'hypoperfusion, pas uniquement les AVC emboliques, sont moins nombreux, mais de l'ordre du tiers. Les AVC cliniques restent rares, de l'ordre du %. POCD, ce sont les confusions qui sont de l'ordre du tiers. Et puis enfin le décès. En tout cas, cette étude, elle n'a pas permis de mettre en évidence de différence selon le régime de PAM entre la survenue de ces AVC radiologiques et cliniques. Donc c'est une étude négative avec des PAM très basses versus des PAM plutôt hautes. Encore une fois, un débit de CEC qui est plutôt généreux dans cette étude. PAM et AVC, donc c'est difficile puisque les AVC sont assez souvent emboliques. Alors on évoque le rôle d'un espèce de rinçage en fait de la vascularisation cérébrale par le niveau de PAM pour rincer un petit peu les événements emboliques, chloriques ou gazeux. À nouveau, c'est difficile de répondre. On a l'impression qu'il y a un seuil à 65 qui peut être retenu sur une étude de population, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas de données sur les débits de CEC et la délivrance en oxygène. Et puis là, on est sur des données en fait de population et on n'est pas dans l'individualisation de la PAM. Donc, ce qui va nous permettre de réfléchir sur l'individualisation de la PAM, ça va être de penser cette relation d'autorégulation du débit sanguin cérébral, dont on sait qu'elle est individuelle, et qui nous dit, vous connaissez tous, hein, que sur un certain range de PAM, le débit sanguin cérébral il va être maintenu constant, donc la relation n'est pas corrélée. Par contre, en dessous et au-dessus de ce plateau d'autorégulation, il y a une corrélation entre la pression artérielle moyenne et le débit sanguin cérébral à la baisse ou à la hausse. Donc comment explorer cette relation, comment définir ce plateau pendant nos interventions. Donc là, il y a deux techniques qui sont décrites et utilisées, en sachant qu'actuellement, c'est des techniques de recherche clinique, qu'elles nécessitent une analyse spécifique, statistique, que nous, on ne dispose pas de ça dans la salle opératoire. Donc il y a deux techniques, le Doppler transcrânien, où on regarde la corrélation entre la PAM et le flux cérébral. Donc vous avez ici, donc dans cette étude, il y avait peu de patients, mais globalement au-dessus de 55 dans cette population, vous aviez une décorrélation, ce qui signait que le débit sanguin cérébral était constant au-dessus de 55 de PAM. Et en NIRS, c'est pareil. Alors, c'est des petites fluctuations de NIRS qui sont imperceptibles de manière clinique quand on regarde le scope. Il faut vraiment un logiciel qui fasse l'analyse. Mais au-dessus de 55 de PAM, dans cette étude, vous aviez une décorrélation en fait, du signal de NIRS, ce qui signait un débit sanguin cérébral qui était autorégulé plat. Donc ça, c'est les deux méthodes en fait, qui permettent de définir ce plateau d'autorégulation. Quelle est la valeur inférieure de l'autorégulation? Donc ça, c'est une des grandes questions qui est posée dans la littérature. Quand on regarde cette série qui comportait plus de 200 patients, où ils calculaient donc de manière rétrospective cette relation d'autorégulation, la limite inférieure moyenne chez ces patients-là était retenue autour de 66 mm de mercure. Donc vous voyez là, vous avez toute la distribution des patients. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est de voir la variabilité interindividuelle de ce point inférieur de l'autorégulation, puisque vous voyez, en fait, ça allait d'un patient à l'autre de 43 à 90 mm de mercure,
c'est incroyable. Ça veut dire qu'à 90 mm de mercure, ce patient-là, à 80, il était pas régulé, il avait une baisse de son débit sanguin cérébral. Donc il y a vraiment une variabilité interindividuelle de cette relation de plateau qui est extrêmement importante. Dans la même étude, les auteurs s'intéressaient aux déterminants en fait, de cette limite inférieure de l'autorégulation. Et là, globalement, c'est relativement décevant parce que le seul paramètre qui ressortait, c'était donc la présence d'une hypertension artérielle préopératoire, en sachant que ça n'était plus valable quand les malades avaient plus de 16 de systolique. Alors, on ne sait pas trop comment était mesurée cette pression artérielle préopératoire. Est-ce que ça avait probablement pas la rigueur d'un Holter, etc. Ce qui explique peut-être ces données. En tout cas, que ce soit la pression pulsée, la NIRS de base, sexe, âge, certains facteurs cardiovasculaires ne permettaient pas de prédire ce point d'inflexion de l'autorégulation. Donc, on n'a pas vraiment d'outils pour prédire. Ça veut dire que théoriquement, il faudrait le mesurer pour chaque patient. Qu'est-ce qui se passe donc si on est en dessous de cette limite inférieure de l'autorégulation? Donc cette étude en fait avec une analyse NIRS donc rétrospective, c'est en fin d'intervention que l'analyse statistique des fluctuations de NIRS en fonction de la PA permet de construire la relation d'autorégulation et de voir le temps que les malades ont passé en dessous. L'objectif principal, c'était la survenue de complications sévères, type mortalité, AVC, insuffisance rénale. Et globalement, ce qui ressort, c'est que c'est le temps passé, le temps sous la courbe, en fait. Donc la pression fois le temps, en fait, c'est ça. Vous avez un node ratio en fait, c'est ça qui augmente, donc le temps et la sévérité de l'hypotension sous la limite inférieure de l'autorégulation, c'est ça qui augmente le risque de complications. Et quand on regarde entre ces deux groupes, donc pas de complications, la PAM moyenne est la même en fait dans les deux groupes, les valeurs de NIRS moyenne sont les mêmes. Même la borne inférieure de l'autorégulation, qui est autour de 70, est la même, mais c'est le fait de passer du temps en fait sur la portion ascendante de l'autorégulation, sous le point d'inflexion, qui va augmenter le risque de survenue d'accident. Tout ça pour dire qu'en fait, cette partie inférieure de l'autorégulation, c'est un peu comme la death zone, c'est-à-dire que la survenue d'événements, elle va être corrélée au temps qu'on y passe, en fait. Le temps et la sévérité dans la death zone. Nous, on a acquis un Doppler dans le service, donc à visée un peu expérimentale recherche, avec Olivier Dezeb, et puis on travaille avec Laurent Gergelet aussi. Donc c'est assez facile à mettre en place. Donc, vous avez ce dispositif, là on essaye de récupérer le flux s'il vient. On a des échecs, parce que parfois on n'arrive pas à avoir de fenêtre. Et globalement, on va avoir une vitesse moyenne, en fait, un flux pulsé qui correspond au flux dans cette cérébrale moyenne. Ça, c'est les données qu'on a en temps réel. Vous voyez des fluctuations de PAM. Donc c'est un signal qui est difficile, qui est capricieux. Vous voyez ici, on a pas mal d'interférences, notamment liées au bistouri électrique ici. Et puis ensuite, on a le MX qui nous dit la corrélation en fait entre cette vitesse moyenne et la PAM, et qui, en temps réel, nous dit si on est corrélé ou pas, donc si on est ou pas sur le plateau d'autorégulation. Donc c'est complètement inexploitable en temps réel, et on arrive à reconstruire la relation a posteriori en rétrospectif. Actuellement, Laurent Gergelet il travaille sur de l'échantillonnage sur les 30 secondes à 5 minutes précédentes pour essayer, à un moment de la prise en charge, de construire la relation pour ensuite savoir où on est sur le plateau et pouvoir intervenir derrière. Mais ça, actuellement, on n'en dispose pas encore. Il y a cette étude-là qui est sortie le mois dernier et qui est, à ma connaissance, la première en fait. Donc c'est toujours la même équipe, c'est Baltimore, ceux qui ont fait quasiment tous les travaux sur le sujet. Donc il y a une étude prospective monocentrique de 200 patients
où eux, donc, ils construisent la relation, ils construisent leur plateau en début d'intervention, ils utilisent les fluctuations hémodynamiques, ils construisent la relation, et ensuite, dans cette étude, deux groupes, intervention, on va essayer de garder la PAM du patient sur le plateau d'autorégulation, puis standard, pratique habituelle. Et eux, ils ont trouvé, en fait, lorsqu'on maintenait le malade sur le plateau, on avait moins de confusion post-opératoire, significativement moins. On est quand même étonné par la fréquence relativement importante en fait, de la survenue de ces événements, puisqu'ils ont quasiment 50% de malades confus en fait, dans le groupe standard. Cette étude, voilà, c'est la première qui a réussi à définir la courbe en début de prise en charge pour ensuite construire des interventions, se maintenir sur ce plateau et avoir une différence clinique sur un événement. Alors, on a parlé beaucoup de la limite inférieure de l'autorégulation et qu'est-ce qui se passe au-dessus de la limite supérieure de l'autorégulation, donc lorsque PAM et débit sont corrélés mais à la hausse. Et là, on a dans les toutes dernières recommandations sur le niveau de pression, là, 2009 BJA, on a une recommandation d'experts qui nous affirme que lorsque vous avez une systolique au-dessus de 14, vous augmentez la mortalité des patients en chirurgie cardiaque. Donc globalement, il y a peu d'études, hein, il y en a 2 sur le sujet, et notamment cette étude d'anesthésiologie qui montrait donc que la mortalité à J30, elle était liée en fait avec le temps de pression qu'on passe au-dessus de 13 de systolique. Et puis cette autre étude en fait qui s'intéressait au délirium et qui montrait que lorsqu'on était, donc analyse rétrospective, lorsqu'on était au-dessus de la relation en situation d'hypertension non régulée, eh ben, vous avez plus de survenue de délirium. Donc ça, c'est des données importantes, c'est-à-dire que l'hypotension, elle va être délétère, et l'hypertension, au-dessus de l'autorégulation, elle est délétère aussi, probablement liée au fait, comme vous avez vu avec l'étude IRM, que la chirurgie cardiaque induit des lésions cérébrales, au moins radiologiques, et qu'on sait que, quand on discute avec les neuroréanimateurs, ils redoutent l'hypertension autant que l'hypotension, on redoute d'aggraver ces lésions. Donc il y a 2 death zones, la death zone en dessous du plateau, au-dessus du plateau. Donc en conclusion, il y a les études, on va dire globalement, si on regarde la littérature, peut-être qu'un seuil à 65 pour une population générale, il peut être retenu, mais c'est vraiment intellectuellement pas satisfaisant. Il n'y a qu'avec l'évolution de la technologie, quand on va arriver à avoir des seuils individualisés, qu'on va pouvoir vraiment cibler les prises en charge, qu'actuellement, ce n'est pas encore accessible, et qu'en chirurgie cardiaque, la PAM seule n'a pas vraiment de valeur. Comme on parlait en fait des modifications de débit cardiaque induites par le maintien de la PAM sur la noradrée, il y a tellement de facteurs confondants, notamment la DO2, la CAPNI, qu'on a du mal à répondre simplement à cette question. C'est tout, bon, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a déjà une question brûlante au fond de la salle. Bertrand, c'était super. Merci. Oui, vas-y, Adrien. Pour moi, ouais. Oui, bonjour, merci beaucoup Adrien Bouguet pour ce topo. J'ai une remarque et une question. Juste sur la DO2, il y a quand même quelques données de monitorage en continu de la DO2 en PER-CEC et une association avec la survenue d'insuffisance rénale, notamment l'article de Ranucci, qui est une étude multicentrique randomisée, publiée il n'y a pas très longtemps. Mais bon, seulement pour les grades les moins sévères d'insuffisance rénale. Mais alors, ma question, c'est pour ce paramètre dynamique d'autorégulation de la pression de perfusion cérébrale, est-ce qu'il y a une association décrite avec la profondeur de l'anesthésie? C'est très naïf comme question. Dans les données, les données de profondeur d'anesthésie, elles sont pas précisées en fait. Mais ça intervient probablement sur ce plateau. Et en plus, donc la toute dernière étude, on définit le plateau en début d'intervention, mais rien ne vous dit que ce plateau, en fait, il va être le même au milieu ou en fin de prise en charge, hein, parce que votre CAPNI bouge, les drogues, les hypnotiques, la température. Donc en fait, tant qu'on n'a pas de détermination du plateau un peu en temps réel, eh ben, on sait qu'on avance vers ça, sincèrement. Quand on lit les données, elles sont extrêmement... Voilà, la death zone, elle existe, il n'y a que comme ça qu'on peut l'appréhender. Mais on ne sait pas encore exactement
comment l'évaluer et comment l'appréhender. D'autres questions ou commentaires? En pratique, du coup, donc tu nous as dit que tu utilisais du Doppler transcrânien continu. Alors on regarde un petit peu dans le cadre de on regarde, on a acquis ce dispositif et on travaille, on regarde. Mais disons que nous on a l'impression qu'on passe quasiment la moitié du temps sous le plateau. En fait, la tension elle est trop labile. Puis il y a toutes les interventions chirurgicales, les exigences de pression, de débit, les manipulations du cœur, tout ce qui est clampage, déclampage. On est vraiment tributaire. C'est des interventions en chirurgie cardiaque, c'est les montagnes russes. Et même quand on est attentif, exigeant sur la PAM, on a du mal finalement d'avoir une PAM correcte. Et nous, c'est plus, on travaille là-dessus, mais pour l'instant, c'est les prémices. Voilà. En tout cas, c'est passionnant. Moi, j'ai juste un commentaire en complément de tout ce que Bertrand Delannoy a dit, qui va exactement dans le même sens que ce que vous êtes en train de faire. Il y a une étude extrêmement intéressante, je trouve, qui a été publiée il y a 2 ans maintenant, sur une grosse cohorte, presque 700 malades de chirurgie cardiaque avec CEC, en utilisant exactement la même technique que vous, c'est-à-dire le Doppler transcrânien. Ils ont montré 2 choses. Ils ont montré que si on établit une valeur de cohorte du seuil d'autorégulation du débit sanguin cérébral, avec ce profil de malade qu'on connaît bien en chirurgie cardiaque, eh bien, ce n'est pas 65 mm de mercure, c'est 80, 78, la valeur de cohorte exactement. Et la deuxième chose qu'ils ont montré, c'est que quand on s'applique ensuite à respecter cette valeur de cohorte et que l'on regarde sur une base individuelle, patient par patient, eh bien, en fait, pour 30% des malades, 80 c'est trop. Ils sont sortis de la zone d'autorégulation par la droite, dans une zone à risque d'hyperémie, comme tu nous as dit. Et pour 20% des malades, ce n'est pas assez. Ils sont dans une zone d'hypoperfusion cérébrale potentielle par bas débit. Donc pour un malade sur 2, même la valeur de cohorte n'est pas adaptée. C'est-à-dire qu'on va vraiment vers quelque chose de complètement individualisé pour l'avenir. Complètement. Et en plus qui va changer probablement pendant l'intervention. Donc ça va être très compliqué. Ça va dépendre d'un individu à un moment donné de la prise en charge. Oui. Moi j'avais une question. Ça tourne et le patient monte à une table de 100, 105 en continu. Donc j'hésite. Micro, ouais. Manifestement, on n'entend pas votre commentaire. Donc oui, je vous disais que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des inductions qui se passent très bien avec un patient qui se retrouve avec 75 de PAM post-induction. Et quand on passe en CEC, la PAM se trouve aux alentours des 100, 105. Et donc là, je me pose la question, est-ce qu'il faut que je renforce énormément mon analgésie, voire même que je mette des antihypertenseurs, ou est-ce qu'il faut que je laisse ce patient avoir la PAM qu'il a naturellement? C'est un patient qui dormait totalement correctement à l'incision, à la sternotomie, etc. Et que je le laisse avoir ses 100 de PAM parce que c'est peut-être ce dont lui a besoin à ce moment-là avec la CEC qui tourne. Il n'y a rien de naturel dans cette PAM, elle est complètement artificielle. Il y a un système sympathique qui est stimulé par le chirurgien, il y a des drogues. Après, c'est toujours un compromis aussi avec la qualité de la perfusion, la NIRS, l'entropie que vous avez. C'est difficile de répondre. Enfin, après, souvent, nous, les PAM un peu élevées per CEC, c'est pas bien toléré sur le plan chirurgical. Oui. Micro. Est-ce que, sans avoir tous les calculateurs et tout ça, est-ce que au lit, enfin pas au lit, mais au bloc opératoire, si on a des NIRS, qu'on a un bon débit, qu'on a une PAM qui est à peu près normale mais que ça diminue, est-ce qu'on peut se dire, sur la NIRS, je vais monter ma PAM pour essayer d'améliorer les choses? En tout cas, on a l'impression en clinique que ça marche un petit peu, ça.
que c'est assez corrélé, ou est-ce que finalement il faut faire des calculs beaucoup plus compliqués et ça sert pas à grand chose? Bah, nous, c'est ce qu'on fait, je pense que c'est ce que tout le monde fait, on se base sur la NIRS, on essaye d'avoir une NIRS qui est correcte, en sachant que là, c'est pareil, la PAM, ça va être un des déterminants, qui a l'hématocrite, enfin, le débit de CEC, mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait en pratique courante. Tout ce que je vous ai donné, c'est des éléments de réflexion pour comprendre un petit peu comment ça marche, et puis, à mon avis, introduire un petit peu ce qui va se passer dans les années à venir, parce que comme vous le voyez, il y a des études qui sont sorties il y a 2 semaines, là, c'est quelque chose qui est extrêmement... et puis il y a les industriels, il y a Invos Medtronic qui va sortir une NIRS qui devrait donner l'autorégulation. Donc on sent qu'il y a des choses qui bougent, on sent qu'on avance dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'actuellement, nous, on fonctionne sur la DO2 de la pompe et le signal NIRS, quoi. Mais c'est incomplet, et puis on a tous eu des AVC avec des malades qui avaient des NIRS normales, mais probablement par événement embolique. Que je comprenne bien, la NIRS, tu t'en sers uniquement dans l'objectif de définir le seuil de pression au-dessus duquel, ou en dessous duquel tu penses qu'il y a une relation directe du flux et de la pression, pas comme un objectif thérapeutique péropératoire. On maintient une NIRS normale, la pression c'est un des éléments, mais il y a aussi... C'est quoi la NIRS normale? C'est à peu près la NIRS basale, 80% de la NIRS basale. Ouais. Avant l'induction. Parce qu'autant, enfin vous allez me dire tout le monde s'en fout de ce que je pense, mais autant moi je crois effectivement pas mal au concept d'utiliser la NIRS comme un moyen parmi d'autres pour définir quel est le plateau d'autorégulation, autant là pour le coup, les données sur lesquelles il faut adapter notre stratégie de prise en charge hémodynamique sur un objectif de NIRS, il y a Walou Podzop dans la littérature. Hein. Donc attention, n'achetez pas des machins et ne guidez pas vos thérapeutiques en ciblant un cible. Hein. Donc j'ai des conflits d'intérêts, hein, je le dis tout de suite, mais en fait dans la plupart des études qui ont été faites, ils ne maîtrisaient pas les niveaux de PO2 et de PaCO2. Et si on ne maîtrise pas ces deux déterminants, la NIRS... Tu veux dire que les études sont mal faites? Disons qu'ils n'ont pas assez... dans les algorithmes décisionnels, ils mettent les PO2 et les objectifs de PCO2 au départ, alors que le primum novum pour utiliser la NIRS, c'est d'avoir une PO2 normale et une PaCO2 normale. Et comme ça, en fait, on peut vraiment dire que la NIRS, c'est un marqueur de perfusion systémique et tissulaire. Si on a des PCO2 élevés, en fait, on va avoir des bonnes valeurs de NIRS, mais ce ne sera pas un marqueur de perfusion tissulaire. Non, c'est aussi un marqueur de consommation, même quand tu as régulé la PO2 et la PCO2. Mais c'est pour ça que la plupart des études qui ont été faites, elles n'ont pas du tout d'abord stipulé que les PO2 et PCO2 doivent être normales pour l'interpréter correctement. Merci beaucoup, Bertrand. Merci. Et donc on enchaîne avec Alexandre Justin. From Bruxelles ou from Bicêtre, alors je dis quoi?